Alors, pour le premier orateur, je suis le docteur Kacher, gériatre. Alors, pour le premier orateur, c'est-à-dire comment calculer la ration calorique pour le patient quand vous avez dit pour les 3 jours, c'est-à-dire on calcule la ration calorique, c'est-à-dire comment la calculer. La deuxième chose, c'est-à-dire vous avez dit que patients obèses satisfaits de leur poids, il ne faut pas y toucher. Je pense par manque de temps, est-ce que ces patients-là, il ne faut pas y revenir? Pour le deuxième orateur, pour l'incontinence urinaire, vous avez parlé de la toxine botulique, c'est-à-dire les détails pour l'injection de cette toxine botulique et la dose et combien de temps ça tient. Calculer la ration calorique. Pour pouvoir le faire, il faudrait avoir certaines notions fondamentales concernant la valeur énergétique des aliments. Je m'exprime. Une banane. Une banane, il y a des gens qui aiment les bananes. Alors, ça peut passer de 60 à 180 kilocalories. Alors, deux paramètres, son degré de maturité et son volume. Donc, on essaie d'agir sur ça. Pratiquement, nous les Algériens, on a la même cuisine. Alors, la même cuisine, donc on achète dans le même marché et la même supérette. Donc, les plats algériens, on fait ce qu'on appelle une estimation approximative. On a le couscous, on a pratiquement la même cuisine la semaine. Ce qui peut changer cette ration énergétique, par contre, 3 paramètres. 1, les boissons industrielles, donc les jus, les jus. C'est pour ça qu'on demande aux patients les 2 premiers mois de ne pas prendre des jus, même je répète, même le jus naturel, fait maison. Parce qu'à partir du 2e verre, c'est la même chose. Si vous pressez une orange, le premier, ça peut passer. La 2e orange, vous rejoignez les boissons industrielles. Parce que notre corps se défend. À chaque fois qu'il y a un excès de substrat, il transforme en un autre élément. Donc, 1, les boissons industrielles. 2, les gâteaux. Les gâteaux qu'on peut pas approcher. Pourquoi? Parce que chacun comment il les fait. Et les gâteaux, il y a les gâteaux industriels, les gâteaux traditionnels. C'est pour ça qu'il y a les 2 premiers mois, il y a 4 interdits. Donc, alors, 1, la pizza, je ne sais pas si vous êtes au courant, je vous donne une idée approximative. Alors, une pièce de pizza, pour une personne, peut passer de 600 à 1500 kilocalories. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un déjeuner et un dîner. Vous voyez? Donc, alors, les boissons industrielles, les gâteaux et, en fait, les pizzas. Voilà les 4 interdits. Maintenant, le reste, nous, on connaît la valeur énergétique de chaque aliment qui est présent, qui se vend en Algérie. Et pour pouvoir faire un calcul approximatif, il faudrait avoir certaines notions des aliments, bien sûr. Une date, ça paraît 3 fois rien. Si vous mangez 3 dates, vous avez pris votre déjeuner. Vous voyez, ça passe de 60 à 140 kilocalories. Une date. La deuxième question, c'est quoi? Vous avez dit, c'est-à-dire pour les obèses satisfaits, c'est-à-dire il ne faut pas y toucher. Est-ce que ces obèses-là, c'est-à-dire je pense qu'il faut y revenir parce qu'il faut leur adhésion. Excusez-moi, vous pouvez vous montrer, s'il vous plaît? Oui, je suis là. Ah, très bien. Oui? Non, juste, c'est-à-dire vous avez lancé un message, c'est-à-dire vous avez dit, patients obèses satisfaits de leur poids, il ne faut pas y toucher. Oui. C'est-à-dire, je pense qu'un obèse, en général, il y a la qualité de vie, il y a les complications cardiovasculaires et tout ça. Est-ce que nous, en tant que médecins, il ne faut pas y revenir? Bien sûr qu'il faut l'adhésion du patient, il faut y revenir pour qu'il y ait une adhésion. Moi, je confirme ma position, il ne faut pas y toucher. Pourquoi? Parce que lorsqu'on intervient, bon, dommage que je n'ai pas beaucoup de temps, j'aurais pu vous parler des effets secondaires de certains régimes spécifiques, ce qu'on appelle aussi les régimes de restriction,
qui peuvent entraîner des carences vitaminiques, des carences martiales, des troubles des fanères, alors les régimes hyperprotéidiques. Vous avez les rhumatismes métaboliques, entre autres la goutte, vous avez l'insuffisance rénale, vous allez raccourcir la demi-vie du rein. Un rein qui va, au lieu de tenir 70 ans, il va vous tenir 50 ans. Vous avez aussi l'augmentation de la fréquence des cancers, entre autres les cancers mésenchymateux. Et vous voyez, il y a beaucoup de choses. Alors, vous imaginez, c'est un malade qui n'a rien, il se plaint de rien, vous intervenez, vous lui créez un problème. Donc, première notion, première loi en matière de thérapie, c'est de ne pas nuire. Vous voyez, ne pas nuire. Maintenant, si je force un patient à faire un régime pour maigrir, premièrement, déjà difficilement, je doute fort qu'il va adhérer. Même s'il adhère, par la pression des parents, l'entourage proche, si vous lui créez un problème, vous l'aurez sur la conscience. Excusez-moi, je ne sais pas si vous avez lu récemment publication sur le nombre de suicides. Alors, je ne vais pas parler des gens qui ont perdu du poids et qui ont eu des problèmes de personnalité. Je parle des troubles de la personnalité, des troubles psychiatriques apparus suite à un échec du régime. Il essaie une fois, ça ne marche pas, 2 fois, ça ne marche pas, 3 fois, il perd confiance en lui. Il va perdre confiance en lui. Donc, avant d'entamer un autre projet, quel que soit le créneau, et il n'aura pas confiance en lui. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre... Je pense qu'il y a une autre question pour le professeur Chahar. C'est quoi comme question posée? Pardon? Ah oui, on utilise 30 unités, hein. Unités oui, par secteur, 30 injections. C'était pour la toxine botulique, c'est-à-dire... Oui, 30 injections qu'on utilise, de 1 millilitre, c'est 30 cc, et qu'on quadrille la vessie, au-delà du téligone, c'est-à-dire loin des méas urétéraux. Combien de temps, c'est-à-dire ça tient le... 4 à 6 mois, 8 mois, pas plus, sinon on est obligé de le faire. C'est Voilà. à la demande aussi. Merci. S'il vous plaît, présentez-vous avant de poser la question. Oui, docteur Ben Saoula. Docteur Ben Saoula. Alors, une question pour l'obésité. C'est vrai que ce qu'il a dit, quand il y a quelqu'un qui est obèse et qui ne présente aucun problème, il faut le laisser tranquille. Aujourd'hui, on appelle d'obésité métaboliquement saine. Malade obèse qui n'a ni complications cardiovasculaires, ni HTA, ni diabète, donc il faut le laisser tranquille. Sinon, on va essayer de lui causer d'autres problèmes. Le problème de la diminution des calories. Là, il faut faire très attention parce que diminuer trop de calories, c'est attaquer en premier lieu non pas la graisse blanche, mais surtout les protéines, les muscles. Donc on va dégrader les muscles avant la graisse blanche. Et ensuite, cette partie musculaire va être remplacée par la graisse blanche. Aujourd'hui, les chercheurs sont en train de travailler sur un type de graisse, parce qu'il y a 2 types de graisse. Il y a la graisse blanche et la graisse brune. La graisse blanche, c'est elle qui est responsable de la masse adipeuse. La graisse brune, elle est beaucoup plus énergétique. Donc il y a une thérapie génique en cours qui va modifier génétiquement la graisse blanche en graisse brune pour remplacer la masse adipeuse par la masse brune. Ma deuxième question, c'est pour l'urologie. En matière de chirurgie, quelle est la préférence entre les bandelettes TOT ou TVT? Des indications pour un meilleur résultat. Merci. Le TVT est la première bandelette qui est utilisée. Initialement, c'est pour l'incontinence urinaire de l'effort pur, sans insuffisance sphinctérienne. Les résultats obtenus à l'incontinence urinaire de l'effort 85-90% a poussé les gens à élargir les indications. À l'insuffisance sphinctérienne, où on arrive à avoir des taux de 70%. Et ensuite, on a élargi l'indication à l'impériosité, par urgenturie, parce qu'il existe un facteur anatomique. Quand vous examinez la malade, vous avez une hypermobilité. Là, on a des résultats un peu moins bons. Mais cependant, aujourd'hui, je réponds directement à votre question. Incontinence urinaire d'effort pur pour la première fois, bandelette TOT. Échec au TOT, bilan aérodynamique. Vous avez une insuffisance sphinctérienne avec une hypermobilité cervico-urétérale, vous mettez toujours une bandelette de TVT. C'est exactement comme le millefeuille, une deuxième bandelette. Par contre, vous avez une atrophie. Vous avez du cul-de-sac vaginaux qui sont en haut, mettez un TVT. Et je peux vous dire qu'il y a un regain d'intérêt actuellement pour le TVT à la place du TOT. S'il vous plaît, je suis le docteur Hamish. C'est la première question au professeur Sellal. Je voudrais parler de
du phénomène yo-yo chez les femmes, existe-t-il un facteur génétique? Deuxième question au professeur Chahal, existe-t-il un moyen de prévenir les insuffisances urinaires chez les femmes qui ont fait des césariennes programmées, pas comme vous avez dit en urgence? Oui, docteur. Merci, docteur Hamash. Alors, le phénomène yo-yo. Le phénomène yo-yo, normalement, il ne doit pas exister à notre niveau praticien. Normalement, quand un patient décide de faire un régime, en méconnaissant les règles générales du régime alimentaire, effectivement, il peut tomber dans ce piège. Mais nous, en tant que praticiens médecins, normalement, on doit l'éviter en respectant les 4 étapes de la perte pondérale. Donc, il faudrait que ça soit régulier, et lent et progressif. Mais cela, comme je l'ai dit au début, quand on décide de changer de poids, ça veut dire qu'on décide de changer de mode de vie. Alors, si on a l'habitude, après le travail, d'aller à la cafétéria, on ne va plus à la cafétéria. Si on a l'habitude de se lever le soir, à minuit, au réfrigérateur, prendre un pot de yaourt, on ne prendra plus de pot de yaourt. Donc, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de le conditionnement cérébral, M. Hamash. Alors, le conditionnement cérébral, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux jouer des tours à mon cerveau. Je peux être rassasié avec une cuillère et je peux être rassasié avec toute une casserole. Vous voyez? Mais à partir du moment où j'incruste à mon cerveau que je dois prendre juste la cuillère, c'est fini. Je vais être rassasié avec une seule cuillère. Pardon. Alors, le phénomène yo-yo, à notre niveau, il ne doit pas se produire. Ce n'est pas comme on voit dans les émissions de télé-réalité. Bon, bien sûr, eux, ils gagnent de l'argent. Ils font ça pour pouvoir vendre des produits, pour pouvoir attirer de nouvelles victimes. Mais nous, c'est notre profession. On est des médecins. On doit savoir gérer une perte pondérale. Voilà. Merci, M. Hamash. Excusez-moi, mais je sais qu'il y a énormément de gens qui veulent poser des questions aux deux orateurs, mais nous avons accusé 40 minutes de retard. 40 minutes de retard, et mes deux confrères, je pense que vont partir des mentions élevées. Moi-même, j'ai une question à leur poser, mais là, je suis un petit peu... Moi aussi, j'avais une question, mais je l'ai laissée. Donc, je ne sais pas. On va laisser une dernière question au docteur Slimani. Je pense que c'est la dernière. On va arrêter le débat. Du docteur Habia, mais pas Slimani. Habia. Professeur Sellal, je voudrais poser deux questions courtes. Moi, je voudrais venir sur, est-ce que dans des études algériennes qui se sont penchées sur la disparité géographique de l'obésité, alors que le plat classique, traditionnellement, c'est le couscous, alors qu'il y a le régime méditerranéen qui est très efficace. Deuxième chose, le syndrome d'apnée du sommeil et l'obésité. Bon, l'obésité avec morbide qui entraîne le syndrome d'apnée du sommeil. Est-ce qu'à votre avis, vous avez jeté un coup d'œil sur ce problème d'apnée de sommeil? La dette en sommeil en elle-même entraîne une obésité. L'une entraîne l'autre. Alors, cette notion d'obésité est... Parfait, monsieur. Et il y a beaucoup de vrai en ce que vous venez de dire. Bon, tout d'abord, au début, par rapport à... Alors, par rapport à l'apnée du sommeil, vous avez constaté qu'un malade sur 5 des obèses présente un syndrome d'apnée du sommeil. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'apnée du sommeil, lui-même, à partir du moment où il existe, il a des complications. Comme vous connaissez tous, l'hypertension artérielle, les problèmes du cœur droit, l'hypercapnie, les troubles au niveau du thalamus, la polyphagie, ainsi de suite. Donc, mais pour rester uniciste, moi, je n'ai pas le droit de vous donner mon opinion propre. Je dois vous donner ce qui est écrit dans la littérature. Alors, tous mes patients obèses, entre autres, grade 2, à partir du grade 2, doivent passer par syndrome d'apnée du sommeil, donc la plétismographie. On doit dépister le syndrome d'apnée du sommeil. On doit le dépister. 2, tous mes malades qui ont un BMI supérieur à 40 doivent faire une coloscopie. Et croyez-moi, on a trouvé des surprises, même chez des médecins, chez des collègues, des néos du rectum,
du sigmoïde, du côlon, sans aucun signe clinique. Excusez-moi, la première question, c'était... Ah oui, très bien. Alors, j'ai dit tout au début de ma présentation que l'homogénéisation alimentaire, une catastrophe, est une catastrophe. Et croyez-moi, je reçois plus d'enfants, de médecins, de collègues, de spécialistes, de professeurs que de gens normaux. Donc, il faudrait d'abord commencer par éduquer nos propres enfants, leur apprendre comment manger, hein, et pour pouvoir transmettre le message à la population. Alors, si vous avez un élément qui habite à Biskra, il a un BMI à 24, il vient sur Alger, s'il suit notre régime alimentaire, il va avoir un BMI à 35, ou à 40, ou à 45, je sais pas. C'est en fonction de son mode alimentaire. Si vous infligez à votre corps une pression, une ration énergétique supérieure à celle qu'il a l'habitude de prendre, il va résister une semaine, un mois, une année, puis il va lâcher et il va reprendre. Non, excusez-moi, je vous aime bien, j'aime tout le monde, mais là je suis obligé d'arrêter les débats et demander à Dr Berkla de se présenter pour sa communication, je pense intitulée Dépistage et prévention.